Bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Jimmy Kasprak. Je vais simplement vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur pendant ces quelques minutes. Je vais vous parler de développement et d'enseignement. Et du coup, pour introduire ce sujet, je vais vous raconter une partie de mon histoire. Euh, je suis arrivé à Zenica, donc une société de services, en 2016. Et à l'époque, j'étais tout fraîchement sorti de l'école et j'étais donc catapulté dans le grand bain du monde de l'entreprise. J'avais fait mes classes dans le développement web et du coup, j'ai commencé très rapidement à travailler avec un framework dont on entend encore parler aujourd'hui et qui s'appelle Angular. Les mois sont passés, tout se passait bien chez mon client. Et puis, une opportunité s'est présentée. On me proposa à Zenica d'animer une formation pour former justement d'autres personnes d'une autre société sur le framework Angular. Il faut savoir qu'à l'époque, le framework venait tout juste de sortir et c'était du coup assez compliqué de trouver des gens avec une vraie expérience sur le sujet. Donc, moi, ça m'intéressait. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Donc, j'ai suivi ce que l'on appelle une formation de formateur en interne pour me préparer à ça. Puis très rapidement, je me retrouve à l'aube de ma toute première formation. Et encore une fois, à l'époque, je me souviens, il y avait 7 personnes et puis c'était que du présentiel. Il n'y avait pas autant de distanciel comme on peut le trouver aujourd'hui. Vous savez comment je me sentais à ce moment-là? Pardon. J'étais un petit peu terrifié, très clairement. Je me sentais absolument pas légitime. Qui étais-je, moi, petit développeur, finalement, pour aller oser enseigner quoi que ce soit à qui que ce soit? Je savais simplement me servir un petit peu de mon framework tout seul devant mon ordinateur chez mon client. C'est tout, en fait. Donc c'était vraiment assez compliqué et j'étais vraiment extrêmement stressé. Mais pour autant, j'ai osé, je me suis lancé. Et puis finalement, tout le monde était content et ça s'est très bien passé. Et depuis lors, je continue à donner des formations régulières. Le temps a passé. Je suis parti m'installer du coup à Nantes. Et à Nantes, à Zénith à Nantes, une autre opportunité s'est présentée, celle cette fois d'aller donner des cours dans des écoles, donc directement pour des étudiants. Et la rebelote, ça faisait malgré tout déjà quelques années que j'animais des formations. Et pour autant, à nouveau, ce sentiment de stress, à nouveau, ce sentiment de ne pas être légitime du tout à aller enseigner quelque chose, même dans des écoles. Mais là encore, j'ai osé, je me suis lancé, et là encore, ça s'est très bien passé. Et finalement, avec un petit peu de recul maintenant, je me rends compte qu'il y a plein de choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans cette expérience. Puis je me rends compte aussi que ça m'a apporté plein de choses, que ça a beaucoup influencé la façon dont mon métier a évolué, dans ce que je fais aujourd'hui, dans les valeurs que j'essaye de porter, ce genre de choses. Et donc finalement, c'est tout ça que je vais essayer de vous partager un petit peu aujourd'hui. Si, je crois que c'est mon ordinateur qui s'est mis en veille. Excusez-moi. On va croire que ça va revenir. On croise les doigts pour que ça revienne. Ah, très bien, c'est juste que j'avais pas le retour. Nickel. Donc voilà. Alors par quoi on commence du coup? De quoi on commence par parler quand on parle de développement et d'enseignement? Le premier truc dont je voudrais vous parler un petit peu, c'est justement le syndrome de l'imposteur. Ce syndrome de l'imposteur qui est très connu et qui est si éminemment présent déjà dans le monde du développement. Vous savez quoi, le jour où vous essayez d'aller enseigner quelque chose, je pense que vous l'aurez compris, ce syndrome de l'imposteur, c'est multiplié par 1000, vraiment. En fait, c'est à la même base. Quand on a déjà du mal à se sentir légitime, à être tout seul devant un écran, réaliser quelque chose, et à être payé pour ça finalement, c'est encore plus compliqué de se sentir légitime à aller enseigner quelque chose à quelqu'un et à potentiellement en plus se confronter au jugement direct d'une personne. On ne va pas entre guillemets pouvoir simplement se cacher derrière un ordinateur et voir si ça marche ou ça ne marche pas. On va être confronté à d'autres opinions potentiellement, d'autres jugements et de manière directe. Donc évidemment, ça devient ce syndrome de l'imposteur. Les premières fois, on a tendance à le ressentir de manière beaucoup plus violente encore que quand on est en train de développer quelque chose devant un ordinateur. Pour autant, tout comme dans le cadre du développement, c'est un sentiment qui est rarement justifié. Dans le cadre de l'enseignement, très souvent, ce qui va se passer, c'est que quand on va aller donner un cours ou une formation, on va se préparer, on va réviser. Le fait de devoir aller expliquer des choses aussi à quelqu'un, ça va nous pousser à nous poser des questions qui sont assez différentes, à aller comprendre un peu plus dans le détail comment fonctionnent les choses, et de manière générale, à aller regarder de manière un peu plus profonde finalement, comment fonctionne une technologie, un outil, une méthodologie, etc. Donc voilà, ce syndrome de l'imposteur, de manière générale, il est quand même très rarement justifié. Ok.
De la même manière, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un expert mondialement reconnu sur un sujet pour pouvoir l'enseigner. Je le répète, parce que c'est vraiment important à bien enregistrer. On n'a pas besoin d'être un expert mondialement reconnu sur un sujet pour pouvoir l'enseigner. À l'époque, quand j'ai commencé à animer des formations sur Angular, j'étais loin d'être un expert sur Angular, mais j'étais capable d'apprendre les bases sur Angular à quelqu'un. Okay. Je ne faisais pas partie de la core team d'Angular pour autant. Je ne fais toujours pas partie de la core team d'Angular. Et pour autant, les formations continuent à très bien se passer et je suis quand même capable d'apporter des choses, en tout cas j'espère, aux gens avec qui je travaille. Ok ? Le deuxième point que je veux évoquer, c'est que dans cet exercice-là, stresser, c'est normal pour tout le monde. Okay, et c'est pas parce qu'on ressent du stress à l'idée d'aller enseigner quelque chose que pour autant on n'est pas forcément fait pour ça. Okay, je ne connais personne, mais véritablement personne, que ce soit à Zenica ou même des professeurs enseignants vraiment à temps plein dans des écoles, qui n'ait jamais ressenti de stress à l'idée d'aller enseigner quelque chose. Vraiment, personne. Alors évidemment, il va y avoir des gens qui sont un peu mieux capables de le cacher que d'autres, ou des gens qui vont naturellement moins le ressentir. Mais pour autant, stresser, c'est normal pour tout le monde et c'est arrivé pour tout le monde à un moment donné quand on a dû aller expliquer quelque chose en public. Okay. Dans cet exercice de l'enseignement, en fait, il peut y avoir des tonnes de sources de stress. Moi, dans mon cas de figure, ce qui me faisait stresser à chaque fois, c'était d'aller parler en public. Ça n'a jamais été quelque chose dans lequel j'étais naturellement doué. Okay. Mais pour autant, c'est comme n'importe quel exercice, bah, en fait, on peut s'entraîner et on peut devenir meilleur dans cet exercice. Donc c'est comme beaucoup de choses. Il ne faut vraiment pas se dire que parce qu'on stresse à l'idée d'aller faire ça, que pour autant on n'est pas fait pour ça. Très souvent, en fait, ce stress, c'est simplement un symptôme que c'est quelque chose de nouveau et quelque chose auquel on attache de l'importance. Voilà. Au niveau du stress, un facteur de stress, quand on va enseigner quelque chose qui peut paraître un peu anecdotique, mais qui arrive réellement, pour le coup, surtout les premières fois, c'est, pardon, je me suis un peu spoilé, c'est la peur de rencontrer quelqu'un qui est aussi doué que nous, dans ce qu'on lui vient expliquer, voire même meilleur que nous. Voilà. Donc, typiquement, je rencontre quelqu'un, un étudiant par exemple, qui sait mieux faire de l'Angular que moi. Comment je fais? En fait, ça, justement, au bout d'un moment, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un vrai faux problème. Pardon. Pourquoi? Parce que, justement, quand on va enseigner quelque chose, un des trucs vraiment importants à garder à l'esprit, c'est d'avoir conscience de son objectif. Donc, typiquement, quand je viens enseigner les bases d'un framework, je ne viens pas enseigner des techniques d'optimisation avancées sur ce framework-là, pour optimiser une application ou quoi que ce soit. La même chose peut s'appliquer dans n'importe quelle technologie, dans n'importe quelle méthodologie, peu importe le sujet que l'on vient enseigner. Pour illustrer ça, j'aime bien citer justement la phrase d'un professeur qui travaille à l'IMT de Nantes, qui m'a un jour dit justement, à la veille d'une de mes interventions, qui m'a dit « Tu ne viens pas donner ton cours pour les 2 personnes dans la salle qui connaissent déjà ton sujet, tu viens le donner pour les 15 autres dans la salle qui n'y connaissent strictement rien. » Et c'est ça finalement en fait, avoir conscience de son objectif. C'est vraiment en fait se rendre compte de pourquoi on vient donner quelque chose. Et oui, du coup concrètement, des fois vous allez tomber dans la salle, vous allez avoir quelqu'un dans la salle où finalement vous n'allez pas pouvoir lui apporter grand chose directement. Je vais y arriver, excusez-moi. Vous n'allez pas forcément lui apporter grand chose directement, parce que tout ce que vous venez enseigner, de base, la personne le connaît déjà. Mais pour autant, au minimum, ça va permettre à cette personne de formaliser ses connaissances et de confirmer qu'elle a bien compris quelque chose. Et puis, vous pourrez quand même lui apporter, par exemple, des détails techniques ou ce genre de choses, mais potentiellement à travers des discussions plus informelles, à la pause, à la machine à café, peu importe. Okay. Donc c'est vraiment important de garder en tête son objectif quand on vient enseigner quelque chose. Alors, on pourrait continuer longtemps sur les potentielles problématiques que l'on peut rencontrer quand on essaye d'enseigner quelque chose. Mais enseigner, c'est pas juste des problèmes. Ce serait pas très intéressant si c'était que ça. Ça nous apporte à nous-mêmes aussi également pas mal de choses. Donc, moi, c'est aussi un petit peu ce dont j'ai envie de vous parler. C'est qu'est-ce que ça nous apporte? Ce que ça m'a apporté, déjà, c'est une meilleure connaissance de mes sujets. Ce que j'ai évoqué un petit peu plus tôt. Le fait en fait d'aller enseigner quelque chose, de devoir se confronter au jugement de quelqu'un potentiellement et de devoir être clair sur ce que l'on présente, ça nous permet de nous rendre compte très rapidement en fait des limites de nos connaissances sur un sujet. On va avoir tendance à se poser beaucoup plus de questions quand on doit expliquer justement certains sujets à quelqu'un.
Donc forcément, on en tire une meilleure connaissance de nos sujets et c'est encore quelque chose que je ressens aujourd'hui, même après finalement plusieurs années à avoir donné des formations et des cours. Ça apporte également une meilleure gestion de son stress. Comme je vous le disais, en fait, moi, parler en public, de base, c'est absolument pas quelque chose dans lequel je suis naturellement doué, et ça a toujours, du coup, été un petit peu une source de stress, cet exercice de l'enseignement. Mais le fait est que, du coup, être soumis de manière contrôlée, encore une fois, hein, et à petite dose, à un peu de stress comme ça, bah, ça m'a aussi appris, ça m'a permis de progresser, en fait, dans ma gestion du stress, et être capable de rester beaucoup plus facilement fonctionnel, justement, dans des situations de stress qui peuvent nous arriver aussi bien dans la vie perso que dans la vie pro. Donc, typiquement, le jour où chez vous la production explose, bah, c'est plus facile de continuer à garder la tête froide et de prendre des décisions réfléchies. Je ne vous souhaite pas que votre prod explose un jour, hein, mais vous voyez l'idée. Et puis ça m'a permis également, je trouve, de développer des compétences, enfin des sentiments, pardon, des valeurs que je trouve essentielles dans mon métier aujourd'hui. L'empathie, la bienveillance, la patience. On ne va pas forcément rentrer dans le détail de toutes ces valeurs-là, surtout que je commence déjà à arriver à la fin de mon temps. Mais par exemple, l'empathie, c'est hyper important dans le monde du développement. L'empathie, bien comprendre en fait finalement que quand on va développer quelque chose, on développe très rarement quelque chose pour nous. Très souvent, on va développer quelque chose pour répondre à une problématique, et notamment pour répondre à un besoin de quelqu'un d'autre. La meilleure manière de répondre correctement à ce besoin, c'est d'être capable déjà de se mettre à la place de la personne en question. Voilà. Et l'empathie, ça peut être aussi bien pour un développeur, c'est aussi utile à un niveau encore plus proche quand on est en train d'écrire du code, avoir de l'empathie envers la prochaine personne qui va devoir passer sur notre code, le comprendre et le faire évoluer. Bon, c'est quand même pas mal de penser à ça au moment où on écrit notre code, en sachant que potentiellement la personne qui va devoir passer dessus dans 6 mois, ça peut être nous aussi. Et dans ce cas-là, c'est carrément se rendre service à nous-mêmes. Pour terminer, ce que je voulais vous évoquer également, mince, excusez-moi, je me suis encore spoilé, je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai oublié ma zapette, j'utilise le téléphone, hein, je ne suis pas juste en train de regarder des trucs à chaque fois. Par où commencer? Quand du coup on se dit ok, j'aimerais bien essayer d'enseigner quelque chose, par où est-ce que je commence? Pour moi, il n'y a vraiment que 2 choses à avoir à l'esprit pour ça. La première, la chose essentielle vraiment, c'est l'envie de partager. C'est le facteur numéro 1. Okay, si vous n'avez pas envie de partager, il faut le faire pour les bonnes raisons en fait. Il ne faut pas le faire parce qu'on vous demande de le faire. Il ne faut pas le faire parce que vous vous dites que ça fera bien sur votre CV ou quoi que ce soit. Il faut vraiment avoir envie de partager quelque chose. Il faut avoir un sujet qui vous passionne, quelque chose, voilà, une envie de partager de base. Et ça va vraiment tout tirer. Pour illustrer ça, j'aime bien prendre un exemple. Souvenez-vous, un petit peu en arrière, quand vous étiez encore sur les bancs de l'école, la fac, le lycée, peu importe, on a déjà tous connu un cours dans lequel c'était un calvaire. C'était vraiment hyper long, on comprenait rien, impossible de rester concentré plus de 5 minutes, les yeux qui se ferment, etc., etc. Et pendant toute l'année, ça a été un calvaire de suivre ce cours. Et à l'inverse, peu importe le sujet du cours, on a déjà tous rencontré un cours, en tout cas j'espère, dans lequel ça se passait très bien. On n'avait pas l'impression de faire d'efforts. On comprenait tout ce qu'on essayait de nous expliquer systématiquement. Vraiment, on ne voyait pas le temps passer et finalement, ça a été un plaisir de suivre ce cours tout au long de l'année. La différence fondamentale qu'il y a entre ces 2 cours, pour moi, c'est vraiment l'envie de partager qu'il y a entre les 2 profs. Ça part de là. Okay. Et puis, il faut être capable de se poser aussi une question. Il faut être capable de se demander, est-ce que je suis prêt? Alors, pour ça, il y a quelques jours, j'ai vu une émission, peut-être que certains ou certaines d'entre vous connaissent déjà, qui s'appelle Hot Ones. Et en fait, dans cette émission-là, dans cet épisode-là, en tout cas, il y avait Alexandre Astier qui était invité et donc qui était interviewé par Ken Kojandi. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Hot Ones, c'est une interview, mais en même temps, en mangeant des sauces piquantes, ça a tendance à donner des réponses vachement plus naturelles et vachement moins préparées que dans une interview classique. Et dans un contexte qui n'est pas directement lié au cours, à un moment donné, il a sorti une phrase que du coup, je trouve qui est plutôt pas mal dans ma présentation, donc je me permets de le citer. Il a dit la seule différence qu'il y a souvent entre une personne qui fait et une personne qui ne fait pas, c'est juste une impression de légitimité quant au fait de faire. Okay. Et ça, concrètement, dans ce cadre-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, je vous ai menti, la question ici, c'est pas qu'il faut se poser, c'est pas suis-je prêt? La question qu'il faut se poser, c'est quand est-ce que je serai prêt? Parce qu'en fait, en se posant cette question,
on va très souvent se rendre compte que peu importe à quel point on va se préparer, peu importe à quel point on va réviser, on va essayer d'anticiper des questions, peu importe depuis combien d'années on travaille dans le domaine que l'on souhaite enseigner, en fait, au moment d'y aller, on va se rendre compte très souvent qu'on se sent quand même pas légitime les premières fois. Et pour autant, il faut quand même oser y aller. Ok ? Enfin, tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant, tout ce dont je vous ai parlé, c'est valable dans une salle de cours, c'est valable dans une salle de formation, mais c'est également valable dans une salle de conférence, comme ici aujourd'hui. Parce que finalement, qu'on soit dans une salle de cours, une salle de formation ou une salle de conf, tout ce que l'on vient faire, c'est partager. Et voilà, c'était tout pour moi. Donc j'espère que vous n'êtes pas déçus de ne pas avoir entendu parler d'IA. Et je ne sais pas si on a le temps pour des questions. En tout cas, je reste dans le coin, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me chercher pendant la pause déjeuner et je répondrai avec